C'est parti pour ce webinaire. Donc, bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire aujourd'hui qui est consacré à la transformation de la supply chain, de la logistique et du transport grâce aux solutions TMS, que ce soit des plateformes collaboratives et ou des plateformes spécialisées. Alors, avant de rentrer directement dans la session, un petit mot sur l'organisation de cette session. Donc, ce webinaire est enregistré. Vous recevrez un lien qui vous permettra d'en voir l'enregistrement. Vous allez pouvoir poser vos questions à nos auditeurs à la fin de la présentation. Vous avez pour ce faire un petit outil dans votre console d'administration du webinaire qui s'appelle Questions, dans lequel vous pouvez poser vos questions. Donc nous tenterons d'y répondre au cours du webinaire. Si nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions, nous le ferons de manière personnalisée par email. Voilà pour la logistique du webinaire. Donc cette session vous est présentée par le Digital Transport Club. C'est un club qui rassemble des entreprises proposant aux décideurs de la chaîne de transport d'améliorer la performance de leur flux grâce à de nouvelles solutions digitales qui optimisent les informations et les savoir-faire. Donc vous voyez ici les différents membres du Digital Transport Club. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir comme speaker pour ce webinaire Jean-Christophe de MyTower, Thierry d'Opaline et Nicolas de TKBlue, ainsi que Hugues de Villeneuve de Kimberly Clark et François Meyer. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Jean-Christophe, je te laisse la parole. Voilà, écoute, Sylvain, merci pour l'introduction. Enchanté d'être avec vous aujourd'hui. Très rapidement, donc MyTower, on est un éditeur de solutions spécialisées dans la digitalisation des fonctions de transport et puis du commerce international. On est construit autour d'une plateforme collaborative full SaaS et puis complètement développée sur le web. Et on intègre à l'intérieur des composants de TMS, donc sur la partie Transport Management System, et puis tous les composants qui permettent de gérer les chaînes logistiques internationales, Global Trade Management. On couvre l'ensemble des modes de transport aujourd'hui et on traite à la fois les TMS sur les supply chains du grand import, mais aussi les TMS sur les flux type route et puis overseas, avec des modules spécialisés aussi sur la digitalisation des fonctions achat-finance dans les entreprises. Voilà, et on rajoute sur ces TMS des compléments qui sont plus dédiés au commerce international, tout ce qui va concerner la détermination des codes de manière automatisée, tout ce qui va concerner le calcul des origines préférentielles et non préférentielles pour bénéficier de réduction de droits de douane à l'importation dans les pays, et puis toutes les règles du commerce international, tout ce qui va concerner l'import-export-contrôle. Voilà. Très rapidement, on existe depuis 2015 puisqu'on a créé la société en 2015. Et on n'est pas loin de 80 collaborateurs aujourd'hui. Et notre proposition de valeur, c'est vraiment tout ce qui va concerner la productivité administrative et puis la simplification des tâches du quotidien, et puis l'optimisation des dépenses transport, la réduction des coûts de transport et des coûts de douane, et la réduction par voie de fait aussi de tout ce qui va être empreinte carbone. Voilà, on est passionné par le métier et on est enchanté à la fois d'être dans le Digital Transport Club et de participer à ce webinaire aujourd'hui. Thierry. Bonjour, alors voilà, merci Jean-Christophe. Donc je suis Thierry Schustard, donc je m'occupe pour Opaline de l'activité commerciale et marketing. Opaline, c'est une plateforme collaborative qui est dédiée à la gestion des emballages consignés. C'est vrai que la grande star dans les emballages consignés, c'est la Palette Europe. Et en fait, on œuvre en faveur des objectifs RSE des entreprises, puisqu'on optimise la reverse des emballages, donc on renforce l'économie circulaire liée à la Palette Europe. Et puis, on a une équipe de médiateurs aussi qui permet une meilleure coopération entre les équipes d'exploitation sur la gestion des emballages côté chargeur et côté transporteur. Ravi d'être avec vous et pour partager ce moment. Nicolas, je te laisse présenter TKBlue. Merci beaucoup Thierry, donc Nicolas Darfeuille. Je suis en charge des opérations pour TKBlue. Alors TKBlue, c'est une plateforme collaborative spécialisée dans la mesure, le pilotage et la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des externalités négatives d'une manière plus générale dues aux opérations de transport. Alors pour se positionner comme tiers de confiance vis-à-vis des donneurs d'ordre, des chargeurs, des prestataires de transport, nous avons fait le choix de faire certifier conforme par Bureau Veritas
notre méthodologie de calcul, donc conforme à quoi? Conforme au décret français et en accord également avec la norme européenne, le 16258. Et plus récemment, nous avons même été certifiés, accrédités par le Global Logistic Emission Council. Donc aujourd'hui, la proposition de valeur de TK Blue, c'est de permettre à n'importe quel donneur d'ordre de pouvoir mesurer, piloter ses émissions de gaz à effet de serre, pouvoir fournir à travers notre plateforme en mode SaaS un ensemble de reporting à destination de ses clients internes et de ses clients externes, et de disposer également de critères complémentaires pour piloter ses achats responsables de transport. Voilà. Et en dernier mot, je dirais que l'objectif final de TK Blue, d'une manière générale, c'est vraiment valoriser l'ensemble des actions qui sont aujourd'hui prises par les donneurs d'ordre afin de réduire leur impact GES, que ce soit à travers le report modal, les changements de technologie, l'augmentation du taux de remplissage des véhicules ou autres. Donc, merci à vous tous pour votre présence aujourd'hui et extrêmement content de pouvoir partager mon expérience sur ce sujet. Je vais donc passer maintenant la parole à Hugues. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis consommateur. Je propose pas de solution de digitalisation. Je suis en charge des opérations pour l'Europe du Sud, donc France, Italie, Espagne, toutes les opérations logistiques pour Kimberly-Clark, entreprise américaine plus connue sous le nom de Kleenex. Enfin, une de nos marques, c'est Kleenex. Tout le monde connaît. Donc on est spécialisé dans la distribution et la fabrication et la distribution de produits d'hygiène à base de papier, les solutions d'essuyage, essuyage de surface, pardon, les mouchoirs, papier toilette, et également toute une part de pays. Voilà, donc on a été assez sollicité dernièrement. Et nos sites industriels sont en Europe, sont en France, Angleterre et Allemagne principalement. On a une autre branche plus connue que vous voyez dans les grands magasins. Moi, je fournis toutes les collectivités. Voilà. Nous, on a entrepris une digitalisation progressive de nos opérations sur la France au niveau logistique. Voilà, progressivement, on est passé du papier téléphone aux solutions collaboratives, dont notre dernière implémentation a été Opaline. Nous en reparlerons. Voilà. Merci Hugues, merci à tous. Alors François Meyer, qui était prévu lors de ce webinaire, malheureusement ne peut pas participer aujourd'hui. Par contre, il nous a fait le plaisir de nous envoyer une vidéo que nous passerons dans le webinaire pour que vous puissiez voir son retour d'expérience. Merci à tous. Jean-Christophe, je te laisse la parole pour commencer de rentrer dans la session directement. C'est gentil Sylvain, merci. Voilà. Bon, on s'est posé la question de dire finalement pourquoi on fait ce webinaire autour de la digitalisation transport. En guise d'introduction, on est parti sur un constat. Alors, c'est un constat qui a été dressé par des cabinets spécialisés sur le transport en région parisienne, en particulier le cabinet BP2R, qui a émis cette étude. Et en fait, qu'est-ce qui était ressorti de l'étude? C'est que 100% des entreprises aujourd'hui sont équipées d'outils bureautiques. Vous retrouvez des outils de type Word, de type Excel. Sous-entendu, l'Excel, qui est aujourd'hui le premier outil de TMS employé par toutes les entreprises en France et au-delà de la France. Donc voilà, les entreprises sont vraiment équipées. Sur la partie ERP, les 80% des grosses entreprises sont aujourd'hui équipées de RP. Et puis quand on commence à rentrer sur les fonctions plus supply chain et puis logistique, vous voyez que tous les entrepôts de plus de 5000 m² sont aujourd'hui équipés de solutions de type WMS. Et puis quand on arrive sur les fonctions transport, on se rend compte que les fonctions de transport sont très peu digitalisées, puisque selon les dernières études qui ont été menées, on est de l'ordre de 10 à 15% des sociétés qui sont équipées de solutions de type TMS. Juste pour vous donner un peu un comparatif avec d'autres zones géographiques, aux États-Unis, on estime qu'aujourd'hui, plus de 50% des entreprises aux États-Unis sont équipées de solutions de type TMS. Voilà, le constat, vous le vivez très certainement au quotidien. 90% des échanges sont faits de façon manuelle.
par email, par voie téléphonique, hein, quand on s'adresse aux différents prestataires logistiques et transports. Et puis, en règle générale, les suivis sont plutôt faits, comme je le disais précédemment, sur des outils de type Excel. Donc le constat, je ne vais pas dire qu'il est sans appel, mais voilà, on va rentrer dans les prochains temps au niveau des stratégies supply chain dans des vraies logiques de digitalisation pour aller vraiment avoir une chaîne supply chain depuis les prévisions jusqu'à la livraison client complètement digitalisée. Donc c'était le constat de départ. Merci Sylvain pour le slide suivant. Et là aussi, en guise d'introduction un peu du webinaire, on a souhaité partager avec vous une sorte d'écosystème, en tout cas de panorama de tous les acteurs que vous pouvez retrouver aujourd'hui sur le marché. Alors, avec toutes les précautions nécessaires, hein, c'est très certainement un panorama qui est pas suffisamment exhaustif. Mais le message qu'on veut vous faire passer derrière ce slide, c'est le suivant, c'est de dire... D'abord, quand on discute du transport en règle générale, même aujourd'hui au sein des entreprises, on se rend compte que le monde du transport est enfin, je ne vais pas dire peu connu ou mal appréhendé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez à la fois du transport maritime, du transport aérien, mais vous retrouvez du transport de type intégrateur door-to-door à l'international avec les acteurs de type DHL, FedEx, UPS. Vous avez du transport routier avec des flux de type affrètement camion complet ou du lot, demi-lot. Vous rentrez aussi dans la messagerie. Dans la messagerie, vous avez de la messagerie palette et puis vous avez du colis et puis vous avez du petit colis. Donc vous voyez que le monde du transport est un monde qui est relativement, on va dire, éclaté en termes de catégories de flux. Tout comme la fonction transport est relativement éclatée aussi. Aujourd'hui, dans la fonction transport, vous retrouvez à la fois des fonctions de type opérationnel, organisation, exécution, mais vous allez retrouver des fonctions beaucoup plus tactiques, stratégiques quand vous allez remonter sur vos appels d'offres, voir vos dimensionnements réseau avec le positionnement de vos plateformes. Voilà. Après, vous avez de la gestion de quai, vous avez de la gestion de cours, vous avez du calcul du CO2, vous avez des tournées. Donc, vous voyez que finalement, la fonction transport est une fonction qui est beaucoup plus complexe que ce que les gens pensent. Et cette complexité, elle se traduit aujourd'hui par un ensemble d'acteurs qui, depuis maintenant un peu plus de 5 ans, entre 5 et 10 ans, se sont positionnés sur ce marché pour chacun, de manière très spécialisée, apporter une proposition de valeur à une problématique du transport. Donc, le partage qu'on fait avec vous, c'est le message suivant, c'est de vous dire, il y a beaucoup d'acteurs. Alors, on ne va pas faire cocorico pour les acteurs français, mais on peut en être fier. Il y a quand même beaucoup d'acteurs qui, depuis ces dernières années, se sont créés. Et aujourd'hui, on arrive à avoir un panel d'acteurs qui est plutôt arrivé à maturité sur ce marché et qui chacun est vraiment capable, de manière très spécialisée, d'apporter des réponses et puis des propositions de valeur à des sujets très ciblés. Voilà, donc c'était pour vous faire prendre conscience à tous que il y a un travail, entre guillemets, de segmentation de vos flux, de segmentation de vos process et de vos organisations pour bien cibler vos enjeux, et puis une bonne compréhension de cet écosystème pour savoir qui peut répondre à quoi par rapport aux problématiques que vous avez. Voilà, Sylvain, si tu peux passer le slide suivant. Donc, en fil conducteur un peu durant tout le webinaire, on va vous proposer un petit sondage que Sylvain va lancer en direct. Alors voilà, il y a pour essayer de comprendre un peu quelles sont vos préoccupations majeures. Alors, on ne les a pas toutes mises, mais on vous en a regroupé 3. Bon, bien évidemment, les enjeux financiers, alors que ce soit de la productivité administrative ou des enjeux liés plus à de la réduction de vos coûts. L'amélioration de l'expérience client, donc l'expérience client qui va au-delà de la simple satisfaction client, hein, puisque l'expérience client, c'est vraiment aller chercher, entre guillemets, de la valeur chez le client pour le fidéliser. Et puis, bien évidemment, tout ce qui concerne la partie environnementale.
Donc, vous pouvez voter directement sur votre écran avec votre souris. Vous cliquez sur le petit point et Sylvain va nous donner les premiers résultats. Alors, en attendant que vous votiez, moi, j'ai envie de m'adresser à Hugues qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Hugues, au sein de Kimberly-Clark, quels étaient les principaux enjeux que vous avez en termes de digitalisation sur les fonctions de transport? Est-ce que vous pourriez les partager avec nous? Oui, alors sur la fonction transport, en fait, on avait de gros enjeux puisque nous n'avions que le téléphone il y a quelques années, que le téléphone et Excel pour communiquer. Donc on avait premièrement un manque de réactivité et de flexibilité, puisque les informations se partageaient par mail. On commandait notre transport. Alors on avait déjà le DI, mais notamment au moment des crises, c'est là où on voit que la flexibilité est importante. Donc tout se faisait par téléphone. Finalement, on ne savait pas trop si nos camions étaient partis, étaient même commandés, puisque tout se faisait vraiment en local chez nous par SAP. Heureusement, juste avant, on avait investi dans un TMS qui déjà nous donnait toute cette partie communication et visibilité sur toute la chaîne de transport qu'on n'avait pas. Grâce à la digitalisation, on est allé plus loin. On verra ça tout à l'heure. Mais voilà, on a vraiment un problème de réactivité, de flexibilité. L'info était parcellée. Dès qu'une personne était absente, ses fichiers étaient sur son ordinateur. Il n'y avait que lui qui les maîtrisait. Du coup, on avait une perte d'efficience à ce moment-là, et on passait beaucoup trop de temps sur des tâches sans valeur ajoutée. Copier, coller, mail. Donc là, on avait vraiment un problème d'utilisation des ressources, puisqu'on souhaite vraiment spécialiser nos ressources sur des tâches qui les développent aussi. Et les copier-coller, jusqu'à présent, ça développe pas trop la compétence des gens. Donc c'est quelque chose qui était important pour nous. Concernant les palettes, là, les fichiers Excel, on a changé aussi, grâce à la digitalisation, justement, notre structure logistique. On est passé, en gros, d'un fournisseur à un multi-sourcing, puisqu'on était c'était plus aisé de le faire pour nous. Mais le revers de la médaille, c'est qu'effectivement, les équipes sur les palettes en particulier étaient perdues. Au niveau de la digitalisation, également, on avait un problème au niveau de notre SAV. On avait du mal à pouvoir donner la bonne information d'une manière rapide à nos clients. Voilà un peu les principaux enjeux qu'on avait: réactivité, manque de visibilité et gestion du risque. Et, donc j'ai juste un maître mot dans l'enjeu, c'est on a voulu faire mieux ensemble, avec tout le monde sur la même plateforme, même niveau d'information. Merci Hugues, et effectivement le maître mot, on y reviendra parce que cette notion d'embarquer tous les acteurs dans le même système, c'est cette collaboration qui permet de désiloter, elle est importante aujourd'hui, et on y reviendra dessus un peu plus loin dans la présentation. Alors on a les résultats. Alors je vais pas dire qu'ils sont surprenants, mais il y a quand même une forte des résultats qui sont assez significatifs sur l'amélioration de l'expérience client. Je pense qu'on est tous des consommateurs au quotidien dans le cadre du B2C, et en fait on se rend compte que c'est pas une surprise, les usages du B2C sont en train d'arriver dans le B2B, autant dans le B2C, quand on commande sur les plateformes, on sait en temps réel où en est la commande, on est quasiment informé quand le livreur est au coin de la rue, et comme le disait Hugues, dans le B2B, dans bien des cas encore, on a du mal à savoir si le camion est parti, et encore moins s'il va arriver. Donc voilà, donc on voit bien que cette expérience client qu'on vit au quotidien est en train de se déplacer. Ceci étant, les autres sujets sont importants. Sylvain, si tu peux juste revenir un peu en arrière, s'il te plaît. Voilà, là, sur le slide précédent. On n'a plus les résultats, mais bon, on va parler des enjeux.
On parle souvent des enjeux financiers. Thierry, on s'est posé souvent la question de dire qu'est-ce qui est important? C'est de minimiser les dépenses sur le budget de transport, ou alors c'est de dire finalement ce qui est important aujourd'hui, c'est pas tant la dépense en tant que telle, mais c'est de mieux dépenser. Bah, oui. Je n'irai pas contre ta perception. Effectivement, c'est dépenser mieux plutôt que dépenser moins. Je pense, même si souvent les entreprises ont tendance à chercher à dépenser moins, je pense que ce qui est important, c'est de dépenser mieux. Et si on doit parler d'enjeux sur le plan enjeux financiers, je pense qu'il faut réapprendre aussi, et c'est pas ce que je dis, c'est pas moi qui le dis, c'est les directions supply chain réapprennent aujourd'hui à prioriser des projets en fonction justement des enjeux financiers importants et en allant détecter quels sont les projets à plus fort retour sur investissement. Je pense que c'est désormais ce qui doit driver un peu les organisations supply chain, d'aller vers des projets avec des retours sur investissement les plus rapides possibles et de commencer par des projets de digitalisation simples. Il y a des équipes qui se sont mises en place dans les grosses structures, des équipes qui ont pour projet de digitaliser la supply chain et pour embarquer tout le monde sur des choses concrètes avec des quick wins, des réussites à la clé, et pour mettre toutes ces équipes projets dans des dynamiques de performance. Je pense qu'il est important de démarrer par des projets simples, des projets de digitalisation rapide et qui apportent des résultats en termes de retour sur investissement. Donc, Hugues en parlait, mais c'est vrai que l'enjeu lié au support de manutention, aux palettes d'Europe, c'est souvent un enjeu avec fort retour sur investissement et ça peut faire partie des sujets qui vont permettre de mettre les équipes dans des bonnes dynamiques de performance. Bon, donc ce qu'on retient, Thierry, c'est on commence par des choses simples pour apprendre la transformation digitale. Ça se décrète pas, ça s'apprend et ça s'apprend au début avec des projets simples, avec des retours sur investissement rapides. Tout à fait. Nicolas, on a vu que l'enjeu environnemental était important. Est-ce qu'on peut cantonner uniquement la RSE au calcul de l'empreinte carbone aujourd'hui ou finalement la RSE, ça dépasse au-delà l'empreinte carbone? Et puis, question additionnelle, est-ce que c'est antinomique avec les dépenses transport ou est-ce qu'on peut lier la dépense transport avec l'empreinte carbone? Alors effectivement, très bonne question. Aujourd'hui, quand on parle de responsabilité sociétale des entreprises, ça commence par le mot responsabilité. Donc effectivement, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'une supply chain, notamment du transport, il y a une dimension effectivement carbone. Dimension carbone, pourquoi? Parce qu'on s'adresse à la planète. Donc l'un des enjeux de la RSE, effectivement, c'est protéger la planète, donc diminuer ses émissions de gaz à effet de serre et diminuer la consommation des ressources. Mais pas que, puisque là, on va retrouver également une dimension population. Une dimension population, aujourd'hui, c'est quoi la RSE? Elle se doit, en guillemets, de protéger la population, les consommateurs d'une manière générale. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi diminuer, faire au maximum attention à son impact sanitaire. Si on prend par exemple aujourd'hui les zones à faible émission qui sont mises en place en France, elles n'ont pas forcément pour vocation de limiter l'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais elles se focalisent avant tout sur la partie pollution, les NOx, les SOx, les particules fines. Donc là, il y a aussi un véritable enjeu sanitaire pour protéger la population. Et enfin, et le sondage l'a parfaitement démontré, mettre en place des solutions de réduction, c'est bien, mais il faut que cela ait un sens vis-à-vis de son compte d'exploitation, de l'expérience client que l'on veut pouvoir fournir à ces différents clients. Donc aujourd'hui, l'idée de la RSE, c'est de pouvoir combiner les trois. Si par exemple, on prend un véhicule qui est bien optimisé, qui utilise des énergies alternatives douces et qui est bien conduit, eh ben, on diminue l'accidentologie, on diminue les émissions de particules fines, on diminue les émissions de gaz à effet de serre, mais on diminue également le risque d'une non-qualité due à une panne ou autre. Et enfin, si un camion consomme moins, c'est un camion qui coûte moins cher. Donc là, on est dans un exemple où on va retrouver le meilleur des trois mondes. Je protège la planète, je protège la population et je protège en même temps mon compte d'exploitation et je fais plaisir, en guillemets, je satisfais, je valorise l'expérience client que je vais avoir. Et donc tout ça, c'est bien de le faire,
et c'est encore mieux de pouvoir le mesurer, le démontrer, le valoriser. Donc, il y a forcément une dimension compliant. Aujourd'hui, dans une stratégie RSE transport, une société se doit de démontrer les différentes opérations qu'elle a mis en place. Donc, je dirais que c'est vraiment l'ensemble de ces composantes qui aujourd'hui doivent driver une RSE transport. Bon, donc Nicolas, si on retient, c'est que la RSE, en tout cas les empreintes carbone, le calcul d'empreintes carbone, c'est pas antinomique avec un plan de réduction des coûts. Voilà, on peut via les taux d'optimisation des chargements, via les tournées optimisées pour faire moins de kilomètres, on peut rejoindre les objectifs de réduction d'empreintes carbone. Donc on voit bien que aujourd'hui, la digitalisation du transport, elle touche un ensemble de sujets au sein de l'entreprise et les sujets ne sont pas opposés les uns avec les autres. Les sujets sont tous interdépendants et interagissent les uns avec les autres. Alors l'expérience client, Hugues nous en a parlé rapidement, hein, l'expérience client aujourd'hui, vous le voyez, c'est de plus en plus via cette technologie digitale, hein, cette technologie web, avec cette notion de collaborativité et puis d'accessibilité de l'information en temps réel partagée en interne avec les équipes, avec ses prestataires, mais demain avec ses clients. Et il a été prouvé que plus l'expérience client, c'est-à-dire la facilité d'accès à l'information et la visibilité sur les informations, avait un impact direct sur la fidélisation des clients. Et au-delà de la fidélisation des clients, il a été aussi prouvé qu'on augmentait le chiffre d'affaires des entreprises. Hein. Donc, vous allez voir que les directions générales et les commerces dans les entreprises vont prendre l'expérience client finale et le transport est dans certains cas, est un des derniers représentants de l'entreprise, de plus en plus au sérieux. Donc les projets de digitalisation vont l'intégrer de plus en plus. Sylvain, si tu peux nous passer le slide suivant. Là, je vais directement m'adresser à Hugues parce que bon, on dit c'est bien, il faut digitaliser, mais on se rend compte qu'il y a des freins. Et Hugues, vous avez rencontré quoi comme difficulté quand vous avez lancé les projets de digitalisation au tout début? Parce que ce qu'on entend souvent, c'est pas aussi simple que ça. Hein. Il faut embarquer tout le monde et puis dans bien des cas, il faut qu'on accède aux data. Enfin voilà, on sent bien que c'est pas quelque chose de simple et qu'il y a des freins. Qu'est-ce que vous avez rencontré de votre côté? Alors, les freins, nous, on était partis sur une digitalisation voulant toucher les clients. On voulait que nos clients adoptent nos systèmes pour vraiment partager, prendre des rendez-vous directement en commun, partager nos calendriers. Là, c'est quelque chose on n'a pas réussi pour le moment, puisque comme on l'a vu, la digitalisation dans notre secteur est encore à ses débuts. Donc le premier frein, c'est qu'il faut arriver à emmener tout le monde. Ce qu'on a fait du coup, c'est que déjà on a nettoyé chez nous. On s'est digitalisé nous-mêmes pour ensuite pouvoir collaborer avec nos clients. Donc on a été patient. Par contre, on a construit les bases en interne pour être prêt à y aller. Alors le premier frein, moi-même que j'ai rencontré à titre personnel, c'est le calcul du ROI. Dire mieux voir l'information va nous apporter X euros et on va avoir un ROI en un an. Ça, c'est quelque chose qui a été très difficile à estimer. Et c'est vrai que pour moi, la digitalisation, quand je suis arrivé chez Kimberly, c'était surtout améliorer l'expérience client. C'était vraiment mon but principal, montrer qu'on était une entreprise moderne et qui savait ce qu'elle disait. Et pas, je vais me renseigner, je sais pas, là tout de suite, on envoie un email en disant mon camion sera en retard, vous m'avez pas rendu ma palette, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble avec tout le détail. Donc ce ROI, on l'a contourné, on a vendu en interne vraiment l'expérience client. Qui est primordial puisque un client ou un litige bien géré grâce à une transparence, c'est un client fidèle. Ensuite, en interne, par contre, on avait des équipes qui travaillaient sur Excel, je le disais tout à l'heure, qui maîtrisaient l'information. Et un des premiers enjeux, ça a été de montrer à mon équipe qu'elle ne perdait pas d'influence. Au contraire, par une meilleure réactivité, la confiance, elle gagnait en crédibilité.
Voilà. Le zéro papier est également, alors ça va un peu avec la peur de perdre son pouvoir. Le zéro papier faisait peur aussi en disant ben, si jamais le système plante, qu'est-ce qu'on aura? Pas de backup. Ça, nous, on l'a contourné vraiment en montrant que ben, on pouvait avoir des backups en digitalisant et même plus, puisque le fichier Excel bloqué sur un serveur, c'était aussi un gros risque. Il a fallu également changer un peu la manière de penser sur le côté qui pouvait être déshumanisant, puisque c'est aussi ben, sympa d'appeler son correspondant. Voilà, une peur de perdre les contacts. Bon, ça, c'est quelque chose qui s'est très vite estompé, puisque justement, le temps qu'on gagne en réglant les soucis, en sachant vraiment ce qu'on fait, ben, on le réinvestit éventuellement dans la relation. Et à titre personnel, moi, je leur ai toujours dit, bah, je préfère que vous alliez prendre le café et que le système aille prévenir tout seul vos contacts. Et enfin, c'est encore un outil. Je connais pas, et puis les cases sont pas comme je le veux, mais ça c'est pareil, par un bon training et la conduite du changement progressive nous a amené à lever un peu tous ces freins. Voilà. Ouais, Donc le côté financier, le ROI, et surtout la peur à titre individuel de perdre sa zone d'influence. Voilà. c'est un très beau retour d'expérience, un très beau partage, Hugues. Effectivement, aujourd'hui, chaque fois qu'on veut lancer des projets dans toutes les entreprises, il faut vaincre toutes ces peurs. Thierry, on a plusieurs fois parlé de cette fameuse conduite du changement. Hein, ce que dit Hugues, c'est pas pareil, c'était mieux avant. Comment on s'y prend? Enfin, comment on peut s'y prendre dans les projets que vous menez? On comprend ce qu'évoque Hugues. C'est vrai qu'on ne change pas 15 ou 20 ans d'habitude de fonctionnement comme ça du jour au lendemain, surtout sur des projets de digitalisation qui font parfois un peu peur. Donc ça passe vraiment déjà, comme l'évoquait Hugues, par un fonctionnement en mode projet. Souvent, ce qu'on fait chez Opaline pour démarrer, c'est qu'on fait une phase de test. On détermine un chef de projet côté Opaline et un chef de projet côté client. Et puis, on partage ensemble des objectifs de cette mise en test. On définit aussi un sponsor. Il faut à tout prix, chez l'industriel ou chez la personne, chez le distributeur qui veut se digitaliser, qu'il y ait un sponsor qui permette de porter la voix au niveau du CODIR ou du COMEX. C'est ce qu'a fait Hugues, hein, en mettant en avant l'expérience client. Et puis aussi, on dédramatise un peu, on facilite le changement en mettant en avant des benchmarks. On a de nombreux clients maintenant qui sont allés sur des projets de digitalisation, des clients qui ont plutôt été clairvoyants depuis quelques années, qui ont digitalisé la fonction de gestion de leurs emballages, justement. Et en s'appuyant sur ce qu'on a déjà produit comme résultat chez d'autres clients, ça permet à un nouveau prospect qui se lance d'être sécurisé par rapport à sa capacité, lui aussi, à transformer cette activité sur quelque chose de plus digital, plus coopératif, plus collaboratif. Et puis, ça passe aussi beaucoup par de la pédagogie, de la communication. On aide aussi nos clients à communiquer en interne sur les objectifs attendus de la digitalisation, expliquer vers quoi on va, expliquer les plus-values. Et puis, encore une fois, le fait de démarrer par des projets simples, comme un projet de gestion d'emballage qui n'est pas très complexe à mettre en œuvre, ça permet de faire prendre confiance aux équipes qui vont être amenées parfois à digitaliser des projets un petit peu plus complexes. Bon, il y a un message fort dans ce que tu dis, Thierry, c'est la digitalisation, ça se fait pas dans son coin. Hein, c'est une affaire d'équipe. Donc il faut construire une équipe. L'expérience qu'on a aujourd'hui, c'est les équipes, c'est votre prestataire entre guillemets, hein, vos équipes en interne. Les équipes en interne, c'est pas son équipe, hein, il faut embarquer vraiment tout le monde pour qu'un projet réussisse. Il faut que ça remonte au plus haut niveau de l'entreprise pour que vous puissiez avoir du soutien, de l'arbitrage, voire débloquer des budgets le cas échéant. Et là, on vous invite vraiment, on vous dit, la fonction finance au sein des entreprises, c'est pas une fonction qui est là pour contrôler et sanctionner, hein. C'est avant tout une fonction qui va vous aider. Et le meilleur moyen d'embarquer avec vous l'ensemble de l'entreprise,
c'est d'avoir les financiers avec vous qui vont vous aider. Et notamment ce que disait Hugues, c'est sur le calcul du ROI, arriver à convaincre les directions. Donc ne lancez pas un projet de digitalisation dans votre coin. Un projet de digitalisation, c'est avant tout un projet d'entreprise et c'est une équipe. En ce qui concerne des retours d'expérience, effectivement, quand on lance les systèmes d'information dans des projets de transformation, la plupart du temps, les gens ne découvrent le résultat qu'après quelques semaines ou quelques mois. Et c'est assez anxiogène pour les personnes. Nous, on a résolu le sujet. Hein. Avant de commencer un projet, on va d'abord passer 2-3 jours s'il faut avec les équipes qui sont censées utiliser les systèmes pour leur faire des démos, utiliser la plateforme sur des données qui ne sont pas forcément leurs données, mais qui puissent s'approprier les écrans. Voilà. Et ensuite, simplement, on va commencer à rentrer en phase projet. Mais tout ça pour vous dire que quand vous rentrez en phase projet sur quelque chose que les gens n'ont jamais vu et qui est assez virtuel pour eux, c'est un vrai frein. En tout cas, il y a des peurs qui restent à l'attente. Donc, Thierry le disait, on commence toujours par faire des tests, montrer, démontrer, aller voir d'autres clients, partager sur ce qui a déjà été fait par d'autres. Voilà, on est vraiment dans un monde où on ne réussit pas tout seul, hein, on réussit à plusieurs, donc ça c'est important. Nicolas, sur les freins, on a plusieurs fois parlé des problématiques de la data, la disponibilité de la data dans les entreprises, en particulier quand on veut commencer à faire du calcul de ROI, on a besoin d'avoir les données à disposition et on se rend compte que les données ne sont pas toujours là. Ceci étant, c'est pas un frein en tant que tel, on peut lever ce type de frein-là. Hein. Oui, bah, on peut le lever. D'ailleurs, Jean-Christophe et Thierry, vous l'avez très bien évoqué quand vous avez évoqué la notion d'équipe. Aujourd'hui, quand on veut calculer des émissions de gaz à effet de serre, par exemple, il faut effectivement à un moment donné savoir d'où ça part, où ça va, des distances, des poids, savoir qui l'a réalisé, etc. Donc, il y a effectivement un certain nombre de données qui sont nécessaires. Et on a effectivement un certain nombre de clients qui ne sont pas toujours équipés de solutions type TMS ou autres, qui leur permettent d'avoir nativement ces données, mais d'autres qui n'en ont pas. Donc, dans ces cas-là, effectivement, il y a un travail collaboratif à avoir. Il y a un travail collaboratif à avoir, par exemple, avec son service de comptabilité pour savoir aujourd'hui les numéros de TVA des prestataires de transport avec lesquels on travaille. Il y a un travail à avoir lorsqu'on a un chargeur, avec ses différents, par exemple, commissionnaires de transport pour récupérer un certain nombre d'informations et les réconcilier. Il y a aujourd'hui des outils qui permettent de le faire en automatique avec l'analytique que l'on a au sein de sa propre structure. Lorsque l'on veut faire, par exemple, de la cartographie de flux internationaux, on peut également s'adresser à des organismes extérieurs comme, par exemple, les douanes. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, effectivement, on n'a pas toujours toutes les données en interne dans son service. Mais ces données, elles existent ailleurs. Il existe aussi un certain nombre d'outils informatiques qui permettent de vous aider. Vous n'avez pas les distances, il y a les distanciers aujourd'hui qui permettent de calculer ces distances. Vous n'avez pas les poids, on va pouvoir prendre par exemple les volumes et on va pouvoir à un moment donné les convertir en poids. Donc si vous voulez, il y a toutes ces données, à un moment donné, elles existent. Si elles existent partiellement, on sera capable de les réconcilier. Si elles n'existent pas du tout, on sera capable de prendre des arbitrages. Donc vraiment, si vous voulez, chez T-Cablo, j'ai dû faire à peu près une centaine de déploiements. Les 100 déploiements, ils n'ont pas commencé avec l'intégralité des données tout de suite. Mais effectivement, au fur et à mesure, on a pris des hypothèses de base, on a récupéré des données partielles, on les a enrichies. Donc, c'est vraiment un processus empirique. Mais dans tous les cas, on finit par y arriver. C'est vraiment ce qu'il faut se dire. Bon, bah, Nicolas, c'est un message d'espoir pour tout le monde. Donc, merci pour ce message positif. Donc, ne vous bloquez pas si vous n'avez pas toutes les données. Les données, ça se reconstruit, on met des hypothèses dessus. Voilà, c'est pas un frein en tant que tel. Sylvain, est-ce que tu peux nous passer le slide suivant parce que je vois que le temps tourne et je suis obligé d'accélérer un tout petit peu. Donc effectivement, on va introduire un peu le calcul du ROI, mais avant d'introduire le calcul du ROI, qui est un enjeu important pour vous tous, juste vous redonner un peu une compréhension. Hein. Donc, on a toujours un arbitrage à faire dans les projets entre les coûts et puis la valeur. Hein. Donc, les coûts, bah, vous retrouvez les coûts variables et puis les coûts fixes, et puis vous avez de la valeur.
au-delà des coûts. Donc, effectivement, on peut créer de la valeur en réduisant des coûts, hein, ça c'est de la valeur qu'on crée, mais vous avez des valeurs qui sont un peu moins, c'est ce que disait Hugues tout à l'heure, c'est des valeurs qui sont un peu moins perçues directement par les financiers, ou en tout cas qu'elles sont un peu plus compliquées à intégrer dans la ROI, mais qui sont tout aussi importantes, hein, en particulier la simplicité dans le travail du quotidien. La facilitation, la concentration sur les tâches, non plus un non-valeur ajoutée, mais effectivement passer plus de temps dans des recherches de solutions alternatives pour ses clients parce qu'on passe plus du temps à ressaisir des données qui étaient déjà saisies dans un autre système. Voilà, toute la partie visibilité que vous pouvez confier à vos clients, hein, donc vous déportez la visibilité chez vos clients, donc ils ne vous appellent plus pour savoir où sont leurs commandes, où sont leurs transports. Donc, ça crée de la valeur en interne dans votre organisation, ça crée de la valeur pour les clients. Voilà. Et puis, ces plateformes collaboratives où on partage un processus unique tous ensemble, ça crée aussi de la valeur chez les prestataires, hein. Les prestataires, ils ont aussi des vrais enjeux de productivité aujourd'hui. Au début, il y a quelques années, quand on parlait de plateformes collaboratives, tout de suite, on avait les poils qui se hérissaient sur les bras des prestataires en disant « Oh là là, c'est du travail additionnel ». Aujourd'hui, c'est plus vrai. Les prestataires ont bien compris que toutes ces solutions collaboratives qui étaient partagées avec eux leur faisaient aussi gagner du temps et leur permettaient aussi de fidéliser leurs clients. Donc, voilà, ces enjeux de coût peuvent être transformés en opportunités au-delà de la valeur financière, mais plus en valeur expérience client, on va dire. Comme on doit accélérer un tout petit peu, je vais aller passer directement sur le slide du calcul du ROI. Et là, sur le calcul du ROI, il y a quand même pas mal de choses à dire. Thierry, on a pas mal échangé sur le calcul du ROI. Moi, j'étais assez surpris et j'étais à des lieux de me penser que sur les simples échanges palettes, on avait des ROI qui étaient aussi significatifs. Alors, est-ce que toi, tu peux partager en toute transparence les ROI que tu as aujourd'hui avec tes clients sur la digitalisation des palettes? Tout à fait, ouais, c'est vrai que on peut avoir des retours sur investissement rapide sur la gestion des emballages. Il y a deux axes majeurs sur lesquels on intervient directement. Il y a des gains de productivité. On réduit à peu près par temps le temps passé à la gestion des emballages dans les équipes parce qu'on automatise les processus, parce qu'on digitalise les documents, donc on arrête les envois par fax, par scan, etc., des CMR et tout ce qui s'ensuit, parce qu'on a plus d'agilité dans la connaissance de l'information et le partage de l'information avec les partenaires d'échange, donc on optimise beaucoup la reverse. Donc tout ça, ça participe de gains de productivité importants. Mais ce qui est vraiment l'élément majeur sur le retour sur investissement sur une gestion d'emballage, ça va être le meilleur usage du pooling des palettes. On considère que pour 100 000 palettes expédiées, un industriel en perd entre 10 et 15% quand il est sur un mode de fonctionnement en silo, c'est-à-dire gestion de son contenu dans un fichier Excel des encours avec ses transporteurs, et lesquels transporteurs gestion Excel avec une confrontation en fin de mois pour essayer de réconcilier les données. Ben ça, on va considérer qu'en moyenne, c'est une perte de 10 à 15% des quantités expédiées. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par tranche de 100 000 palettes expédiées par an, eh ben, on va perdre à peu près 10 000 palettes sur les 100 000 expédiées. 10 000 palettes à un prix moyen à 6 euros, plutôt même 7 aujourd'hui la palette, ben, on est sur une tranche à 60-70 000 euros d'optimisation de coûts pour 100 000 palettes expédiées parce qu'on améliore le réusage de la palette, parce que du coup, on réduit aussi le rachat de palettes neuves. Et puis, accessoirement, on parlait RSE beaucoup, bah, accessoirement, quand on réduit le rachat de palettes neuves, bah, on préserve la ressource naturelle qu'est le bois. Et du coup, bah, c'est bon pour l'environnement aussi, et c'est aussi bon pour le porte-monnaie. C'est pour ça que Opaline, là, récemment, a été estampillé par Solar Impulse, parce que Solar Impulse détermine dans le monde les solutions les plus vertueuses pour l'environnement, mais aussi rentables économiquement. Et comme on a fait la preuve de cette rentabilité économique, on a aussi eu la chance, là, récemment, d'être retenu par Solar Impulse comme une des sociétés qui œuvront pour la planète et sur des aspects économiques intéressants. Donc, des chiffres, 100 000 palettes, 60 000 euros de ROI. Donc, quand vous avez des distributeurs dans la distribution spécialisée qui, en règle générale, ne sont pas loin d'1 million de palettes par an, l'enjeu de 100 000 euros, bon, vous voyez que le calcul du ROI, il est rapidement fait. Puis, il y a des exemples concrets.
on va vous donner d'autres chiffres, on va partager avec vous. C'est des chiffres qui sont assez connus aujourd'hui, qui sont assez vérifiés parce qu'il y a quand même pas mal de projets qui ont été faits, donc il y a des retours d'expérience, ce n'est pas des chiffres qu'on a tirés du chapeau comme ça. Hein. Si vous digitalisez le transport aujourd'hui, vous mettez des moteurs de groupage qui vont permettre de regrouper des commandes, de regrouper des ordres de transport. Vous allez améliorer vos taux de remplissage de véhicules. Vous avez diminué le nombre d'ordres de transport que vous allez envoyer à vos prestataires. Donc, vous allez diminuer le nombre de documents que vous allez devoir produire. Si vous mettez des optimisateurs de tournée, vous allez réduire le nombre de kilomètres. Simplement en faisant ces actions-là, sur le budget transport, en moyenne aujourd'hui, on est entre 8 et 15% de la dépense transport. Donc là, pareil, sur un budget transport d'1 million, vous voyez que vous êtes entre 80 et 150 000 euros de réduction du budget transport. Si vous mettez en place des contrôles de facturation automatisés, vous allez aller chercher entre 3 et 5% d'un budget transport. Donc, si vous avez 10 millions de budget transport, c'est tout de suite... voilà, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc vous voyez que les ROI, ils existent, ils sont là, simplement il faut arriver à les appréhender. Alors Nicolas, c'est un peu plus compliqué sur la partie RSE, parce que quand on a fait l'exercice, ben, ça coûte quoi, enfin, ça permet d'économiser quoi la RSE, on butait à chaque fois. Par contre, tu nous as, on va dire, éduqué et donné des chiffres qui, moi, enfin, que j'ai découvert, qui sont incroyables, qui est plutôt le coût sociétal de la RSE. Alors, très rapidement, parce que l'heure tourne, est-ce que tu peux partager un ou deux chiffres avec nous, simplement pour marquer les esprits? Oui, bien sûr. C'est vrai que quand je t'entends, Jean-Christophe, et toi également Thierry, avec vos chiffres, moi, ça me laisse rêveur. J'aimerais avoir des chiffres comme ça aussi, aussi valorisants à communiquer. Alors déjà, d'une part, peut-être effectivement, vous partagez ce chiffre. Ce chiffre, c'est 300 milliards d'euros par an dus aux externalités négatives du transport en Europe. Donc, en Europe, c'est 300 milliards en termes d'assurance maladie et autres, le fait d'avoir ces opérations de transport. Sur ces 300 milliards, vous en avez à peu près 15% qui sont dus aux émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça vous fait grosso modo, ça vous fait 450 millions de tonnes de CO2 aujourd'hui, 450 millions de tonnes de CO2 qui sont émises. Donc, ça représente 45 milliards d'euros pour la collectivité en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, derrière ce chiffre relativement colossal, eh ben, c'est sûr que ça incite un certain nombre aujourd'hui de sociétés à justement diminuer leur impact en termes de gaz à effet de serre. Toutes les sociétés qui, par exemple, se sont engagées dans le Science Based Targets Initiative ou autres, donc afin justement de démontrer qu'elles vont réduire leurs émissions de gaz à effet de serre dans un horizon plus ou moins lointain. Par rapport à ça, donc, c'est une société aujourd'hui qui décide de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. Si elles ne les mesurent pas, elles ne peuvent pas le démontrer. Donc, une société aujourd'hui qui décide de mesurer ses émissions de gaz à effet de serre, elle peut décider de le faire en interne, mais ça va avoir un coût, ça va lui coûter 1 ETP, 2 ETP. Avec TKBlue, elle va pouvoir le faire 2 à 3 fois plus rapidement. Donc, en termes de gain, puisqu'on veut vraiment parler du gain financier précis là-dessus, nous, TKBlue, on va permettre d'économiser 1 ou 2 ETP à la société, qu'elle va pouvoir justement dédier à faire des projets à valeur ajoutée. J'ai par exemple un client dans le luxe, il a décidé de mesurer ses émissions de gaz à effet de serre, il voulait réduire son impact dans le cas du dernier kilomètre pour ses opérations effectuées en ville. Grâce à TKBlue, il a pu dégager du temps et il a pu investir ce temps pour rechercher des prestataires qui lui proposaient des solutions beaucoup plus vertueuses. Donc, il a pu mettre en place de l'électrique, de l'hybride, du GNV dans le cas des derniers kilomètres et il a pu diminuer ses émissions de gaz à effet de serre par 2 et réduire ses émissions de particules fines de 30% parce qu'on a pu l'accompagner, on lui a donné les clés, on lui a libéré du temps. Donc, voilà un exemple concret de ROI. Bon, donc on a compris les enjeux sociétaux qu'on a derrière, et là on est tous, donc vous voyez qu'on a à la fois des responsabilités au sein de nos sociétés pour les rendre plus performantes d'un point de vue économique, mais on a tous, chacun à notre niveau, un vrai rôle sociétal, et en particulier des coûts pour la collectivité qu'ont les émissions de gaz à effet de serre. On a beaucoup parlé des chiffres sur la partie on va dire, dépenses, enfin, sur les dépenses transport, sur les dépenses palettes, les budgets palettes ou sur la partie RSE. Sachez qu'en règle générale, les projets de digitalisation font gagner, on va dire, en moyenne,
pas loin de 50% de productivité administrative dans les entreprises. À partir du moment où vous commencez à éliminer tous les emails, vous éliminez les ressaisies, vous commencez à digitaliser le papier, les résultats sont plutôt surprenants dans les entreprises. Alors, bien sûr, on a toujours la peur de dire, oh là là, les jobs vont disparaître dans les entreprises. Non, non, les jobs disparaissent pas. Hugues nous l'a dit précédemment, hein, il nous a dit finalement le temps qui est libéré, il est réinvesti au profit du client final et il est réinvesti dans la recherche de solutions alternatives et de progrès supplémentaires. Donc c'est assez vertueux. Alors le temps passe très très vite. On a beaucoup parlé. En quelques mots, juste, Hugues, par où on commence alors quand on fait la digitalisation? Parce qu'on s'est toujours posé la question par où commencer. Comment on finance ces projets, hein? Toujours difficile de trouver les finances pour lancer la digitalisation, mais je pense que vous avez fait des choix qui étaient plutôt judicieux chez vous au départ, hein. Si vous pouviez échanger avec nous dessus. Ah, Hugues n'a pas mis son micro. C'est ça, c'est mieux. Ça marche mieux avec le micro ouvert. Alors comment on le finance? Moi je le répète, hein, nous on l'a vraiment financé sur une meilleure focalisation de nos ressources sur des vraies tâches, des tâches à valeur ajoutée. On est vraiment parti des équipes existantes. Pour information, notamment sur la palette, moi j'avais un ETP qui avait été embauché que pour ça. Avec des résultats finalement assez fluctuants. Progressivement, on a essayé de le mettre sur d'autres tâches et résultat, on est tombé à des résultats de retour palette vraiment très, très bas. Le fait d'avoir digitalisé aujourd'hui, la palette est une de ces tâches. Une fois par semaine, il contrôle ce qui se passe sur la plateforme. Ensuite, on l'a financé également par une meilleure crédibilité auprès des clients. Je l'ai dit, on était sur un marché qui ne le demandait pas, mais qui en 5 ans aussi a bougé avec des clients qui progressivement ont pris des structures de grande distribution avec une exigence de retour d'information. Du coup, on a vendu le projet en disant de toute façon, sans digitalisation, on n'ira pas loin parce qu'on va épuiser nos ressources et puis nos clients nous prendront plus au sérieux puisqu'on leur donnera pas la bonne information. Voilà comment on l'a financé. Ensuite, plus concrètement, on l'a financé sur la palette en particulier parce qu'on n'a pas acheté de palettes depuis 1 an. On roule vraiment sur le retour de nos palettes, ce qui était rarement arrivé jusqu'à présent. Mais là, ça fait plus d'1 an qu'on n'a pas acheté de palettes. À l'heure actuelle, la palette vaut de l'or. Donc, on se félicite justement d'avoir repris en main très rapidement ce process, ce qu'on n'aurait pas pu faire au niveau ressources sans la digitalisation. Voilà un peu comment on a financé. Voilà, C'est un beau témoignage, Hugues, hein. C'est un très beau. Voilà, en tout cas, c'est plein d'espoir. Une fois de plus, il y a des solutions et il suffit de les mettre en œuvre. Voilà, le message, c'est les projets se financent. Vous allez trouver les finances à partir du moment où vous avez bien segmenté vos enjeux et la difficulté des enjeux que vous avez à mener. Il y a des sources de productivité ou des sources de réduction de dépenses partout au sein de votre entreprise. Il faut simplement bien arriver à les identifier et puis, comme disait Hugues, peut-être lancer des projets simples au départ avec des retours sur investissement rapides. Voilà, je vais revenir sur ça. Justement, on a vraiment commencé par des choses simples et qui tenaient à cœur, premièrement, à nos équipes. Sylvain, je crois qu'on a le témoignage de François Meyer. François qui n'a pas pu venir, on l'excuse. Est-ce que tu peux partager le témoignage, la vidéo, et puis on aura son témoignage aussi. Et après, on passe aux questions. Donc, si vous avez des questions, préparez les questions. En tout cas, on se fera un plaisir d'y répondre. Bonjour, je suis François Meyer, directeur logistique du groupe Ekiom. Ekiom est un des acteurs majeurs des matériaux de construction en France. Nous sommes filiale du groupe irlandais CRH. Nous sommes numéro 4 dans le ciment, dans l'activité ciment, industrie lourde, également présent dans les granulats, sable et gravier, et également dans
dans le béton. Donc le digital s'inscrit dans la stratégie 2025 Ekiom, puisque notre président a inscrit l'objectif d'être le leader digital de la profession. Donc cet ambitieux challenge s'inscrit autour de 3 axes, hein, l'orientation client, la productivité, l'efficacité, et puis également la responsabilité environnementale, où là encore, il y a une ambition chez Ekiom d'être leader national sur ces aspects. Vous avez le programme Ekiom Air qui a été lancé. Donc ce programme bas carbone, bien évidemment, est très fortement axé sur la production, mais toute la partie logistique, supply chain, est également mise à contribution. Et Ekiom est depuis 2017 adhérent du programme FRED 21 avec des ambitions volontaristes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et nuisances sur la partie transport. Et depuis 2017 également, nous nous appuyons pour nourrir toute cette dynamique sur la plateforme TKBlue, qui a été notre première plateforme en mode cloud. Donc le résultat de ces avancées digitales sont déjà mesurables en 2021, hein, puisque toute l'orientation client nous permet clairement de nous différencier de nos concurrents. Et sur la partie productivité, efficacité, également environnementale, il y a des gains réels, hein. Le programme DigiRail nous a permis d'optimiser assez largement notre flotte de wagons, d'éliminer des wagons à faible rotation et d'optimiser également le travail des équipes qui accueillent les trains, puisque nous avons la visibilité sur les convois et avons une estimation de l'heure d'arrivée, la fameuse T1. Je vous invite à aller sur le site internet de son entreprise. Vous verrez que chez eux, effectivement, la digitalisation, c'est un vrai enjeu et les enjeux environnementaux sont clairement identifiés comme la priorité de l'entreprise. Sylvain, on a des questions? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Alors oui, on a pas mal de questions qui se posent sur différents sujets. Donc, il y en a un qui recense quand même pas mal de questions sur la durée moyenne de déploiement des projets de digitalisation. Moi, je veux bien répondre sur la partie que je maîtrise, qui est Opaline. Globalement, on peut considérer, ça va dépendre du périmètre, bien sûr, du nombre de sites, d'information, des systèmes d'information et connectés. Mais globalement, sur un dossier standard, on peut considérer 2 à 3 semaines, entre 2 et 4 semaines de délai pour déployer un projet. C'est à peu près ce qu'on a fait avec Kimberly, peut-être même une durée un petit peu plus courte que 4 semaines pour le déploiement. C'est ce qui nous a permis de pousser le projet. Justement, c'est cette rapidité de mise en place, c'est ce qui nous a séduit. Facilité et gros résultats. Merci. Moi, alors, c'est un véritable enjeu dans toutes les entreprises, hein. Maintenant, les temps d'implémentation de projet sont regardés à la loupe par tous les clients pour effectivement y passer le moins de temps possible, pas rentrer dans des effets tunnels où on rentre des équipes en mode projet pendant 3 mois, 6 mois, et puis on épuise tout le monde, on décourage. Donc, tous les prestataires, en tout cas les éditeurs aujourd'hui, ont des vrais enjeux et ont mis en place des plans d'implémentation de plus en plus courts. Donc, nous, très typiquement, on a 3 plans. On a le plan à 5 jours sur des plateformes collaboratives où finalement il y a très peu de connectivité avec les systèmes des clients. Par contre, on joue à fond la digitalisation, vraiment la collaboration des processus administratifs de base, où on fait déjà des gains de productivité assez significatifs et on apprend la digitalisation. Donc là, on n'est vraiment que sur la plateforme collaborative et on fait de la config et du paramétrage avec les clients à côté. Enfin, on s'assoit à côté d'eux au bureau, on configure avec eux à côté. Là, on est sur 5 jours. Après, on est sur un plan à 5 semaines. Sur le plan à 5 semaines, on a 2 enjeux. On commence à se connecter
normalement, avec les systèmes du client, avec les ERP, on va récupérer des commandes. Donc là, il faut mettre une intégration en place EDI. Donc on est plutôt sur des projets aux alentours de 5 semaines. Par contre, on est toujours sur des plateformes collaboratives où on ne met pas, entre guillemets, des composants très intelligents à l'intérieur qui vont nécessiter des phases projets qui sont plus longues. Et ensuite, dès qu'on va rentrer vraiment sur des projets de type plateforme collaborative avec tous les composants d'un TMS pour faire de l'optimisation de tournée, du regroupement de commandes, de l'optimisation des chargements, du contrôle facturation, là, on va être sur des temps de déploiement effectivement un peu plus longs, de l'ordre de 5 mois. Quand ça dépense 5 mois, il est important de couper le projet en plusieurs projets. Voilà. Quitte à dire on fait un projet cette année qui va durer 3-4 mois et on fait souffler les équipes pendant 6-7 mois pour faire du temps d'acquisition, entre guillemets de maturation, et puis on prend un projet un peu plus compliqué l'année d'après pour repartir sur 3-4 mois de projet. Mais les projets qui durent un an et demi, ça devient, enfin voilà, ça devient rebutoire chez les clients. Et puis après, ceux qui vous racontent que c'est plug and play, on s'installe, on ouvre la plateforme et puis ça marche tout de suite. Bon, ça c'est un effet marketing aussi, il faut se méfier. Enfin voilà, c'est des effets de manche, ça n'existe pas vraiment dans la vraie vie, mais il faut trouver le juste milieu. Oui, Thierry, Jean-Christophe, je vous rejoins effectivement. Un projet chez nous, ça va être quelques semaines. Ça peut être fait en 1 ou 2 semaines lorsque les données sont effectivement très, très propres. Et lorsqu'il y a un petit peu plus de travail de construction, ça va prendre au maximum 1 mois et demi. Donc, par exemple, avec Ecom, je me rappelle qu'on l'avait fait, effectivement, on l'avait fait en moins de 3 semaines, le projet. Donc, je vous rejoins complètement sur vos réponses. Sylvain, il nous reste encore un peu de temps, il y a peut-être des questions supplémentaires, on va essayer de faire vite. Oui, on a beaucoup de questions, on n'aura pas le temps de répondre à toutes. On peut dépasser midi un peu. On peut dépasser un petit peu. Donc, on a pas mal de questions qui se posent sur la manière d'intégrer les prestataires en fait dans les projets de digitalisation, les différents intervenants de la supply chain, comment les intégrer dans ces projets de digitalisation. Alors moi, je veux bien répondre sur cette question-là sur T-Cablo. Nous, se pose l'enjeu, effectivement, à un moment donné, de connaître le type de matériel équipement, ou d'une manière générale, le prestataire de transport qui a réalisé l'opération pour avoir une finesse de calcul la plus précise. Nous, aujourd'hui, pour convaincre les prestataires de nos clients de rentrer dans la plateforme, c'est d'une part parce qu'on leur permet de valoriser le type de matériel équipement qu'ils leur mettent à disposition. Donc aujourd'hui, ils ont tout intérêt à le faire. Deuxièmement, pour ce qui nous concerne, c'est gratuit pour les prestataires de transport de rentrer dans la plateforme. Et troisièmement, ils répondent à leurs obligations réglementaires vis-à-vis de leur donneur d'ordre. Donc on est là dans un système qui est quand même relativement vertueux. C'est gratuit, c'est rapide et en plus, ils répondent à leurs obligations. Alors simplement chez Kimberly, moi je reprends le flambeau. Nous on a fait le choix pour aller vite et arriver à des résultats pour convaincre. On a fait le choix de prendre à notre charge les frais, alors parce qu'on était sur des petits projets, hein, les frais qui pourraient tomber sur nos clients. Et par contre, derrière, maintenant, dans nos contrats, on rend tous nos outils obligatoires pour répondre aux appels d'offres. Mais en tout cas, on a investi au début en disant on paye, on est en cours de contrat, on paye pour vous, et ensuite, habituez-vous, regardez les résultats et venez avec nous. Ça, c'est une belle approche, bravo Hugues. Bravo parce que c'est ce qu'il faut faire. Bah, il en faut un qui fasse le premier pas en fait dans ces projets, sinon on tourne en rond. Dans les TMS, c'est clair, quand on doit se connecter avec plein de transporteurs, vite ça devient problématique. Donc là, les stratégies sont assez simples, hein. Les stratégies de multiprise. Quand vous voulez avoir de la visibilité sur la route, on ne va pas se connecter avec tous les transporteurs de la route, on va aller voir les petits copains de Shipeo et puis eux, ils ont fait la multiprise, donc on va se connecter à la multiprise de Shipeo. Sur la messagerie, il y en a qui sont spécialisés avec tous les messagers, on va se connecter sur la multiprise de messagerie. Voilà, donc il faut vraiment avoir des stratégies, il faut être un peu sioux pour ça. C'est pour ça qu'au début, on vous disait, ce qui est important, c'est de bien comprendre l'écosystème de tous les acteurs, parce que vous avez beaucoup de réponses à toutes les questions que vous vous posez dans cet écosystème-là, et en particulier cette réponse-là, qui est la recherche des multiprises. Merci Jean-Christophe. Je pense qu'on est arrivé au bout
du temps qui était imparti. Bon, après, on a plein de questions qui se posent sur les KPI à suivre dans les projets de digitalisation. On peut peut-être utiliser ce dernier faisceau de questions pour clore cette séance de questions-réponses. Et les autres questions, on y répondra directement par email. Donc, les questions essentielles, c'est donc quels sont les KPI à suivre pour mesurer l'efficacité des projets de digitalisation, pour mesurer leur ROI. Moi, je veux bien répondre sur la partie qui concerne la gestion des emballages et qu'expérimente également Hugues. Les principaux KPI qu'on suit sur de la gestion d'emballage, c'est le taux de restitution par partenaire. Donc, on va suivre le taux de restitution du nombre de palettes expédiées sur chaque partenaire sur une période donnée. Et puis, on va suivre aussi le nombre de jours d'encours, donc le nombre de jours d'immobilisation d'une palette chez le partenaire avant qu'elle soit restituée. Ça sera les deux principaux indicateurs qu'on va pouvoir suivre pour faire monter en compétence la performance globale des partenaires avec lesquels on gère de la gestion et de la consignation de palette ordre. Bon, il y a tous des indicateurs classiques que vous retrouvez, tous les ratios, poids au kilomètre, taux de remplissage. Enfin, il y a plein d'indicateurs aujourd'hui. Enfin, les bibliothèques d'indicateurs sont assez riches. Alors, faut pas trop en prendre non plus. Il faut les sélectionner. Il faut sélectionner ceux qui sont judicieux. Par contre, moi, je vois une tendance de fond qui est en train d'arriver aujourd'hui, la qualité de la donnée. La qualité de la donnée, ça devient le nerf de la guerre. Hein. À partir de la donnée, c'est là où on commence à faire des plans d'optimisation. On sait pertinemment qu'il y avait, en particulier chez les prestataires, la fiabilité de la donnée, la maturité, la fiabilité de la donnée n'était pas forcément au rendez-vous. Dans les entreprises aussi, hein, quand aujourd'hui vous récupérez des colis longueur, largeur, hauteur, volume, poids, bon, on se rend compte que ça peut être problématique. Donc aujourd'hui, de plus en plus, et je rejoins Hugues, c'est que dans les appels d'offres des chargeurs, il commence à y avoir des annexes qui sont typiquement dédiées à la qualité de la donnée. Et donc nous, quand on va rentrer les données dans les TMS, hein, parce qu'une fois que les données sont rentrées dans les bases de données et que les données sont pas bonnes, bah, la base elle est corrompue. Hein. Donc après, il faut faire passer des scripts, il faut nettoyer. Donc on met des barrages à l'entrée et on va faire 2 contrôles à l'entrée. On va faire des contrôles dits, on va dire des contrôles techniques. Bah, on doit recevoir du numérique. Est-ce que c'est du numérique? Je dois recevoir un alpha numérique. Est-ce que c'est de l'alpha numérique? Je dois recevoir 4 données, j'en reçois 2. Enfin voilà, on va commencer à contrôler ce type de contrôle dit technique, rejeter les messages EDI qu'on reçoit, les renvoyer chez les producteurs en leur disant qu'ils ont des problèmes dessus, et on va commencer à mesurer ce type de qualité. Et ensuite, on met des contrôles métiers. Alors les contrôles métiers, bah, on a des référentiels métiers qui sont classiques. Hein. Et puis, bah, je prends un exemple, on doit recevoir un code aéroport. Un code aéroport, c'est 3 lettres. Je reçois un code aéroport qui n'existe pas dans le référentiel. Je ne vais pas rentrer le message à l'intérieur de la base de données parce que ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir l'exploiter derrière. Donc, il y a de plus en plus, il y a des contrats dans les appels d'offres dits transport où vous retrouvez des KPI qui sont liés à la qualité de la donnée et à nous, les éditeurs, de mesurer la qualité de ces échanges de données. Je vois aussi de plus en plus apparaître dans les appels d'offres des coûts liés donc au transport, mais des coûts liés à l'échange de données. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous payez l'échange d'EI, quelques centimes d'euros, vous pouvez avoir un niveau d'exigence que vous n'avez pas aujourd'hui. Donc certains de nos clients ont fait le pari de dire je paye X euros du kilo, plus je paye X cents du message EDI à concurrence que le message soit reçu en temps et en heure et soit reçu correctement. Et puis, ils nous demandent de mesurer cette performance EDI pour pouvoir la mettre dans les revues de contrat derrière. Donc, vous voyez que les TMS aujourd'hui, les champs d'action qui KPI sont beaucoup plus larges que ce qu'on pouvait rencontrer avant. Alors la question est aussi un peu à tiroir. Pour moi, la digitalisation crée ses propres KPI, des KPI qu'on n'était pas capable de tirer avant,
grâce à la digitalisation, au fait qu'on ait les données en live sur la même base, d'une manière vraiment à 100% partagée sans copier-coller, ça crée de nouveaux KPI qu'on n'était pas forcément en mesure d'avoir, de l'anticipation, les camions qui ne sont pas à l'heure, les systèmes maintenant sont capables, par l'automatisation aussi de ces plateformes, de générer directement des KPI ou des alertes d'ailleurs pour dire votre camion n'est pas arrivé. Avec l'ETR maintenant, on a même aussi, il risque de ne pas arriver à l'heure. Et idem chez le client. Donc ça, ce sont des choses quand on avait simplement une feuille Excel ou un SAP qui sortait pas de nos murs, on ne pouvait pas avoir cette donnée, sauf à l'avoir tous les matins après 1 heure de travail par fichier Excel et renvoie au client en disant attention, votre camion va être en retard. En fait, le camion, il est déjà arrivé. Donc la digitalisation, la mesure du projet, bon, c'est quelque chose, mais il y a aussi, quelque part, il y a une mesure du nombre de KPI qu'on est capable de sortir. Et après, la fiabilité des données, effectivement, ça c'est quelque chose qu'on mesure aussi nous-mêmes, qu'on a fait développer aussi avec Opaline pour pouvoir mesurer tout ce qu'on ne voyait pas avant. Le temps passé à régler des litiges. Je ne suis pas d'accord sur le nombre de supports rendus. Pareil pour le TMS, hein, c'est vous transposez. Là maintenant, on a la mesure de ce qui est fait et du coup, on est capable de dire on veut de moins en moins de litiges et de moins en moins de litiges veut dire aussi une information fiable dès le début. Et ben moi, je vous rejoins sur tout ce que vous avez dit. Effectivement, avec T-Cablo, on a parlé de quantitatif, le nombre d'émissions de gaz à effet de serre, est-ce qu'elles augmentent, est-ce qu'elles diminuent, etc. Mais vous avez tous souligné un point qui est très important, c'est la qualité de la donnée. Et effectivement, nous aussi, on va mettre en avant la finesse de l'information. C'est-à-dire que c'est quelques émissions de gaz à effet de serre, c'est bien, mais savoir si ça a été réalisé à partir de données issues de bases de référentiels ou de données modélisées ou de données réellement calculées par les prestataires de transport, c'est ce qui va donner effectivement toute la valeur aux différents indicateurs de performance qu'on va pouvoir sortir à travers la plateforme. Donc cette notion de finesse de l'information me paraît également très très intéressante à souligner. Bon, Sylvain, je pense qu'on a dépassé le temps imparti. Oui, on a dépassé, mais les questions et les réponses étaient très intéressantes, donc je pense que ça en valait la peine. Donc je propose qu'on s'arrête ici pour cette session. On a encore certaines questions assez spécifiques qui ont été posées, mais donc on les garde ici dans le système et on va y répondre de manière spécifique par email, donc de manière vraiment personnelle, les questions sur les différentes solutions qui ont été présentées, qui se posent. Donc, on y répondra directement par email dans les prochains jours. Bon, donc il nous reste à tous vous remercier d'avoir pris le temps de participer à ce webinaire. Un grand merci à Hugues d'avoir pris le temps de partager son retour d'expérience. Ça fait beaucoup plus de valeur quand c'est des clients comme vous qui témoignaient et puis qui venaient appuyer ce que nous on peut dire. Donc un grand merci à vous Hugues d'avoir pris le temps d'être avec nous. Puis C'est un plaisir. Nicolas et puis Thierry. Puis il y a toute une équipe derrière. Hein. Enfin, vous ne le voyez pas, mais il y a eu plusieurs réunions de préparation. Il y a toutes les équipes du Digital Transport Club. Voilà, c'est un club où les gens sont plutôt passionnés par le métier, avec l'envie vraiment de transformer ce monde du transport qu'on a connu tous depuis de nombreuses années, et puis de faire en sorte qu'on puisse aussi vivre dans un monde meilleur demain. Hein. Donc ça, vous l'avez compris, au niveau environnemental, le transport peut y contribuer. Voilà, donc on va tous vous remercier et puis on espère vous revoir dans d'autres webinaires. Et juste un petit message, on a un repas qui est programmé courant du mois de septembre, donc je pense que c'est le repas annuel du Digital Transport Club. Vous êtes tous invités, bien évidemment, vous allez recevoir des invitations et là on pourra rééchanger avec vous tous. Voilà, merci à tous les participants, de quelque côté qu'ils soient, et puis bonne fin de journée à vous tous. Merci, au revoir. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Alors, comment on fait pour sortir ou alors on reste